Bonjour à toutes et à tous, chers internautes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Connect Live 54 de la Tribune Afrique. Comment moderniser l'agriculture africaine par le numérique, c'est le sujet de notre émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir mes invités, M. Macoumba Diouf, directeur général de l'horticulture au ministère de l'Agriculture du Sénégal, qui est également maire de la commune de Latmingué, une commune rurale de la région donc, de Kaolack, à l'ouest du pays. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en déplacement en plus, donc merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre invitation, pour cet intérêt, mais aussi pour cette belle initiative. Je voudrais également saluer l'ensemble de mes co-débatteurs, avec qui je souhaiterais, à la fin de l'émission, je l'espère, avoir et garder les contacts pour une suite des discussions, éventuellement des recommandations qui pourront découler de notre rencontre. Je vous remercie beaucoup et je suis à vous. Merci Monsieur Diouf, tout à fait. Vous pourrez tout à fait échanger et rester en contact justement avec ces autres invités. Salma Kabadj, vous êtes cofondatrice d'Impact Lab, qui a été donc créé en 2014 et depuis vous avez accéléré quelques 240 startups dans 18 pays sur le continent. Bonjour Salma Kabadj. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci, bienvenue. Nous sommes également en compagnie d'Adnan Benalima, vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Bienvenue également. Et enfin, donc, avec Marwan Djebar, CEO de Côte d'Ivoire Drone et Robotique. Bonjour. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien, bienvenue à tous. Donc, je le disais, comment moderniser l'agriculture africaine par le numérique? Partons tout de suite déjà de l'actualité, en nous demandant si effectivement, grâce à l'innovation et aux nouvelles technologies, l'Afrique pourrait assurer sa sécurité alimentaire dans un contexte que l'on connaît, bien sûr, du réchauffement climatique et de la crise actuelle, notamment en Ukraine. Alors, je vous propose à chacun de faire un état des lieux et de nous dire comment, finalement, cette dimension numérique pourrait aider le continent dans sa sécurité alimentaire. Et je m'adresse tout de suite à Salma Kabadj pour un premier point de vue au vu de son expérience. L'Afrique a un enjeu de sécurité alimentaire importante avec la population qui continue à croître et la quantité finalement de terres disponibles pour la production agricole qui est réduite après année. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers l'innovation dans le secteur agricole pour pouvoir répondre aux enjeux à la fois de durabilité écologique de l'agriculture, mais aussi pour répondre aux enjeux d'inclusion qui sont de plus en plus importants finalement quand on parle du secteur agricole africain. Aujourd'hui, on voit vraiment un engouement de plus en plus fort pour l'agritech de la part des investisseurs à l'échelle internationale. Au niveau global, on a vu une année record en 2021 avec 50 milliards de dollars investis dans l'agritech. Ce qui représente une augmentation de plus de 150% par rapport à 2020. En Afrique en particulier, on est sur la même tendance avec des investissements dans l'agritech qui augmentent année après année. Et on est arrivé également à un record en 2021 avec 95 millions de dollars investis dans l'agritech, en sachant qu'on partait de 50 000 dollars de fonds levés juste en 2015. Donc, vraiment une progression très, très forte, mais avec encore un potentiel de développement énorme parce qu'on voit que ces fonds levés restent très concentrés, en particulier sur deux pays africains qui sont le Kenya et le Nigeria. Donc, il reste un potentiel énorme à développer sur le reste du continent. Très bien, merci beaucoup sur ce point, donc notamment sur les investissements et leur progression. D'un point de vue technologique, je voudrais entendre Adnan Benalima. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa. Quel est l'état des lieux et le constat que vous pouvez dresser? Alors, merci encore une fois pour l'invitation. Le constat, il est un petit peu mitigé parce que, d'une part, on voit le vrai potentiel de l'Afrique. Je parlais du continent africain.
parce qu'il y a des chiffres qui sont vraiment très parlants. En Afrique, il y a plus que 60% des terres cultivables dans le monde, mais pourtant on parle de sécurité alimentaire sur le continent. On parle aussi de coûts qui sont ou d'efficacité de production qui n'est pas aux standards internationaux. C'est pour ça que le continent il est vraiment importateur de produits alimentaires d'autres pays. Et je pense que l'outil numérique vient pour combler, pour résoudre ce problème, parce que l'outil numérique, c'est un outil qui nous permet d'être plus efficace en termes de production, en termes d'optimisation de ressources. Les ressources en agriculture, il y en a plusieurs. Il y a l'eau, il y a tout ce qui est pesticides, il y a aussi tout ce qui est alimentation pour les bêtes, dans le cas d'élevage, etc. Etc. Donc, du coup, l'outil numérique peut vraiment aider à optimiser les coûts et surtout être plus efficace. La production deviendra plus efficace avec ces moyens-là. Et il y a plusieurs scénarios que je pourrais présenter tout à l'heure où la technologie peut aider dans ce processus-là. À part le processus de production et de gestion des fermes, etc., il y a aussi la technologie qui peut être un moyen pour les agriculteurs de faire des circuits courts, parce que les agriculteurs, ils sont toujours, je pense que c'est le même scénario dans tous les pays du monde, leurs marges, elles sont infime par rapport aux circuits de distribution. Et donc, du coup, faire des circuits courts par rapport entre l'utilisateur final et les agriculteurs, ça peut vraiment aider les deux parties à avoir des prix plus abordables et à avoir aussi des marges plus confortables côté agriculteur. Donc, tous ces scénarios-là, on peut les débattre après, mais il y a une vraie opportunité en Afrique et il y a aussi un vrai challenge parce que la population africaine, elle est en train d'augmenter considérablement. D'ici 2050, elle va doubler, d'accord, tout simplement. Et donc, si on ne résout pas le problème maintenant avec 50% de la population de l'avenir, dans 30 ans ou dans 28 ans, les choses vont s'empirer. Et donc, du coup, il faut s'y mettre maintenant. Et dernier point, la main-d'œuvre, l'agriculture, elle est vraiment très. Elle a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. La population africaine, c'est une population jeune. On peut avoir accès à la main-d'œuvre de façon très facile, mais il faudra l'encadrer et il faudra aussi la former. Aussi, en quelques chiffres, d'ici 2050, la moitié de la jeunesse mondiale sera en Afrique. Donc, vous voyez le potentiel qu'il y a, mais aussi le challenge. Il faudra s'y mettre maintenant. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous le soulignez, c'est à la fois une opportunité et un challenge. Et on reviendra sur les avantages que cela peut porter, donc à la fois en termes de processus de production et puis de circuits, notamment les circuits courts dont vous parliez. Je me tourne donc vers Macoumba Diouf. Je le disais, donc, Monsieur Diouf, vous êtes directeur général de l'horticulture au ministère du Sénégal, de l'agriculture du Sénégal. L'horticulture reste le secteur le plus dynamique de l'agriculture au Sénégal. Selon vous, quelle place occupent les nouvelles technologies dans la chaîne de valeur agricole au Sénégal et notamment dans les filières horticoles? Avant de répondre plus précisément à votre question, revenir sur le contexte qui a été quelque part décrit par ceux qui m'ont précédé et justement de dire clairement et tout de suite que l'Afrique a là une opportunité, c'est à la fois un défi, mais aussi une opportunité de la situation de l'agriculture du monde. On l'a dit, en 2050, nous serons 9 milliards dans le monde. On l'a dit tout à l'heure, la jeunesse, on l'a dit tout à l'heure également, l'Afrique a là une opportunité, mais aussi un défi à relever, celui de contribuer de façon durable et très significative au développement de l'agriculture mondiale et à l'alimentation du monde, mais aussi des Africains. On le disait tout à l'heure, en 2050, la population mondiale va atteindre les 9 milliards. Donc l'agriculture africaine devra contribuer à nourrir le monde, sinon le monde aura faim. Vous l'avez dit tout à l'heure, 60% des terres cultivables sont en Afrique. D'ici 2050, la moitié de la jeunesse africaine sera en Afrique. Mais quelle jeunesse? Une jeunesse NTIC, on va dire. Une jeunesse agriculture connectée. Une jeunesse qui va
utiliser les innovations technologiques, seule source de progrès, pour faire son agriculture. L'agriculture, j'allais dire, du moindre effort, où on se fatigue peu et on gagne beaucoup. Ou une agriculture moins salissante, on va dire. C'est-à-dire une agriculture qui utilise les innovations technologiques, comme on est en train de le dire. Donc, nous, au Sénégal, on l'a compris, comme partout en Afrique certainement, notre chef d'État, le président Macky Sall, pour le quinquennat en cours, a développé, n'est-ce pas, plusieurs initiatives. L'une de ces initiatives porte justement sur l'économie numérique inclusive. Et aujourd'hui, il y a même, avec les startups, des concours qui se font au Sénégal pour la promotion des startups dans le sens ou dans le domaine, qui interviennent dans le domaine du numérique, en rapport avec l'AUF et d'autres structures de la francophonie. Pour dire que nous, ce qui nous intéressera surtout, c'est d'utiliser ce numérique pour améliorer la productivité, c'est-à-dire les rendements à l'hectare ou les rendements par unité de surface. Le défi aussi du numérique pour la valorisation de nos productions agricoles, notamment horticoles, donc la commercialisation, les échanges entre l'Afrique et le reste du monde, mais aussi entre Africains. Nous, on est à 40% d'exportation en Afrique, je parle du Sénégal, 60% vers les pays de l'Europe. Il faudrait qu'avec le contexte que constitue la ZLECAf, qu'on inverse cette tendance, que l'Afrique commerce davantage entre Africains, mais cela en utilisant les nouvelles technologies, les circuits courts. Je parlais tout à l'heure des productions, la productivité. On utilise aujourd'hui des solutions pour l'irrigation, d'accord, économe en eau, n'est-ce pas, pour le suivi des cultures, pour l'évaluation des statistiques, bref, j'allais dire, les pratiques agricoles sont aujourd'hui bénéficient beaucoup de l'avancée du numérique. Et justement, il faut que ça aille de l'avant. On parlait également de la commercialisation. Pour faire des opérations pour la valorisation, en tout cas, des produits agricoles, il faut utiliser le numérique pour également dématérialiser et raccourcir les échanges. Surtout avec le contexte de crise que nous vivons maintenant. Nous vivons la Covid, nous espérons qu'elle va nous quitter bientôt. Nous vivons la crise en Ukraine. Ça a montré qu'il faut que les solutions dématérialisées, virtuelles, soient davantage numériques, soient davantage utilisées pour un gain de temps, mais aussi pour de l'efficacité, n'est-ce pas, dans les technologies qu'on va utiliser, mais aussi dans les solutions qu'on va chercher à trouver pour notre agriculture. Donc voilà quelques éléments sur les considérations de contexte que je voudrais dire. Maintenant, par rapport au Kenya et par rapport au Nigeria, comme je disais, peut-être pas, on n'est pas à ce niveau, en tout cas pour les technologies, l'utilisation des technologies dans l'agriculture, mais ça démarre et ça démarre bien, je vous le dire, madame. Beaucoup de startups ont vu le jour aujourd'hui à Dakar et continuent à faire un travail particulièrement intéressant. Ce qui fait que ce plateau était particulièrement bienvenu, parce que je suis sûr qu'après notre plateau, n'est-ce pas, des échanges pourront se poursuivre et, n'est-ce pas, le benchmarking pourra fonctionner et justement, on pourra gagner du temps au lieu de chercher à réinventer la roue. Ce que certains auront réussi, d'autres pourront l'utiliser et ce sera au bénéfice de notre agriculture en Afrique. Donc voilà pour quelques premières considérations. Merci beaucoup Macoumba Diouf et je me tourne maintenant vers Marwan Djebar. Donc je le disais, vous êtes CEO de Côte d'Ivoire de drone et robotique. On a évoqué donc avec Adnan Benalima l'importance sur les processus de production. Vous-même, donc parmi les technologies que vous proposez, il y a celle des drones. Quel complément d'information vous souhaitez partager après ce qui vient d'être dit et comment justement vous pouvez nous présenter l'importance des drones dans les dispositifs avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci à tous. Déjà, je vois que le débat est très bien parti, c'est très enrichissant. Alors justement, pour moi, pour ma part, je pense que je rejoins mes collègues sur le fait que, vu la situation économique et politique mondiale, je pense que l'Afrique aujourd'hui fait face à une grande opportunité de un et aussi un gros challenge par rapport à son positionnement mondial au niveau de l'agriculture. Mais je pense que si on veut réussir ce pari, il faut forcément
Et je pense pour moi, c'est la meilleure solution, la plus rapide et la plus efficace. Il faudrait forcément passer par la numérisation de l'agriculture. Alors aujourd'hui, on assiste à la création de beaucoup de startups. Vous avez des programmes d'accélération. Vous avez justement l'intégration des nouvelles technologies pour rendre un petit peu, je dirais, l'agriculture un petit peu plus intelligente en utilisant que ce soit les objets connectés, que ce soit les drones, que ce soit d'autres technologies ou la blockchain même. Mais je dirais, l'importance pour pouvoir booster cette agriculture, c'est vraiment la collecte des données. Et je parle des données vraiment fiables. Parce que si aujourd'hui, nous ignorons, je dirais, le rôle de la donnée dans la progression de l'écosystème agricole africain, je pense qu'on va tourner en rond. Alors, pour moi, la plus grande importance à accorder, c'est à la collecte de données, au traitement de ces données. Et justement, ce sont des données qui vont aider par la suite à la prise de décision ou même au fait d'assurer une sécurité alimentaire, que ce soit à l'échelle continentale, voire même à l'échelle mondiale, parce que forcément l'Afrique devrait participer. Mais si on doit parler un petit peu de la technologie de drone ou de remote sensing, la télédétection en général, que ce soit même la robotique, pour moi, ce ne sont que des véhicules ou que des moyens qui vont collecter ces données. Mais par la suite, il faudrait justement travailler un petit peu sur le background technique, que ce soit pour les startups, que ce soit pour les acteurs agricoles. Parce qu'aujourd'hui, si je dois un petit peu refléter l'état des lieux en Côte d'Ivoire, nous ressentons une certaine réticence face à la nouvelle technologie. Certes, nous faisons tout pour expliquer ce qu'un drone ou ce que la technologie de drone peut apporter au domaine agricole, mais vous savez, c'est très difficile de faire migrer un ancien agriculteur avec un système classique et artisanal vers une technologie de drone. Mais à partir du moment où on commence à expliquer je dirais, l'importance des données et comment je dirais, la compilation de ces données pourrait aider l'agriculteur par derrière pour développer justement sa plantation ou avoir une bonne récolte, là où on se retrouve devant une personne encore beaucoup plus ouverte à la nouvelle technologie et qui est prête à adopter justement cette nouvelle technologie. Reste maintenant à voir le côté prix qui décline pour moi un autre problème pour l'agriculteur africain qui est la difficulté à l'accès au financement. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les agriculteurs africains, ils ont vraiment du mal à accéder à des solutions bancaires, voire même à des prêts bancaires. Parfois même, c'est très difficile d'avoir un microcrédit carrément. Alors, c'est bien d'apporter ces solutions technologiques, c'est bien de parler de la chaîne de valeur, mais si derrière, du côté du gouvernement, il n'y a pas un accompagnement pour ces agriculteurs, aussi il n'y a pas un accompagnement pour les startups qui sont novatrices dans le domaine de l'agritech, je pense qu'on n'aurait pas des bons résultats. Alors pour moi, je mets vraiment l'accent sur la qualité des données collectées, sur le moyen avec lequel ces données seront collectées et comment par la suite ces données seront exploitées. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci, vous disiez effectivement qu'un des challenges, c'est la question de l'adoption du digital par les différents acteurs, bien sûr les agriculteurs, mais aussi tout l'ensemble des acteurs, et puis quel accompagnement politique. Mais pour rentrer quand même dans le vif du sujet, pour qu'on comprenne concrètement qu'est-ce que ça peut apporter et quelles sont les applications concrètes d'un point de vue technologique donc, dans l'agriculture. Je me tourne donc vers Salma Kabaj, puisque donc, je le disais, Impact Lab a accéléré quelques 240 startups. Et j'aimerais qu'on partage avec les internautes des applications concrètes de comment finalement le numérique permet de résoudre les problèmes de l'agriculture sur le continent. Et résout également la question, on le disait tout à l'heure, des circuits courts. Quelle est votre vision? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples peut-être de start-up que vous avez accélérées et qui proposent des solutions, comme les drones comme on vient de voir, ainsi que les autres? Bien sûr. Alors, quand on regarde globalement les solutions qu'on voit émerger, en particulier sur le continent africain, on a plusieurs catégories de solutions. On a beaucoup de solutions qui sont concentrées autour de l'exploitation de la donnée pour améliorer, optimiser la prise de décision de l'agriculteur. Donc ça va être des données qui vont être captées soit par des drones, soit par des objets connectés, des senseurs au sol, des caméras, des images satellitaires, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur cet ensemble de données
pour développer des recommandations pour l'agriculteur sur le meilleur timing pour planter sa production, combien d'intrants mettre en fonction de la qualité du sol, quand arroser et à quelle quantité, quand récolter, etc. Donc ça, c'est un premier univers de solutions qui est extrêmement important. Mais comme disait Marwan tout à l'heure, effectivement, il faut que la donnée puisse être fiable et qu'il y ait suffisamment de données qui soient collectées pour développer des modèles de prédiction, finalement des modèles d'analyse qui vont être pertinents dans les recommandations qui vont être émises aux agriculteurs. Ensuite, il y a un autre univers qui est dont on a parlé déjà, qui est finalement la désintermédiation de la chaîne de valeur. Comment garantir finalement ou assurer ce lien entre le producteur et le consommateur final pour essayer finalement de s'assurer qu'il y ait une répartition plus inclusive de la création de valeur dans la chaîne de valeur et qui permet aussi aux consommateurs d'avoir accès à des produits plus frais avec une meilleure traçabilité. Ça m'amène aussi au point de la traçabilité. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important et on a vu beaucoup le développement de solutions de blockchain qui permettent finalement de pouvoir avoir un contrôle finalement continue tout le long de la chaîne de valeur agro-industrielle pour permettre finalement aux différents intervenants de la chaîne de valeur d'être sécurisés par rapport à la qualité de ce qui s'est passé un peu plus en amont dans la chaîne. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans un contexte où les consommateurs finaux sont de plus en plus exigeants sur la visibilité qu'ils ont par rapport aux produits qu'ils consomment. On a également des solutions de robotique. Donc, on voit des applications de robots qui sont utilisés pour différentes actions finalement dans l'activité agricole. Comme le désherbage, par exemple, qui permettent finalement de réduire la pénibilité du travail, qui permettent d'éviter d'utiliser des produits chimiques, qui permettent aussi de limiter les coûts. Et on a aussi en parallèle tout un univers autour de la récupération des déchets, parce que c'est aussi un gros enjeu de la chaîne de valeur agricole. Et on a vu émerger aussi des solutions, notamment d'utilisation de déchets pour permettre la production d'autres produits. Je pense notamment à tout ce qui est élevage d'insectes qui se nourrissent de déchets agricoles et qui sont utilisés pour ensuite produire de la protéine qui pourrait notamment intervenir dans l'alimentation animale. Très bien. Merci beaucoup. Je me tourne vers Adnan Ben Alima. Adnan Ben Alima, est-ce que vous voulez peut-être compléter ce qui a été dit par Salma Kabbaj sur effectivement l'usage et l'intérêt des technologies dans l'agriculture et peut-être faire un point aussi sur l'importance, on a parlé de la donnée, mais l'importance aussi des infrastructures pour pouvoir développer l'agriculture digitale sur le continent? Alors, merci Delphine. Je remercie Selma déjà, elle a fait un petit peu le tour. Je compléterai aussi par quelques scénarios. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, l'outil digital, c'est un outil qui nous permet d'être plus efficace et rendre la productivité par hectare, comme a été mentionné par M. Diouf, meilleure pour être compétitif de point de vue coût sur l'échelle internationale et que l'écosystème puisse se développer dans ces pays-là. Alors, donc à part, l'outil digital peut optimiser l'usage des ressources. Donc, je parlerai d'irrigation. D'accord. Donc, la ressource en eau, elle est extrêmement importante dans le secteur agricole. Il y a des zones qui sont moins abondantes que d'autres en termes de ressources d'eau. Et du coup, l'outil digital pourra effectivement optimiser l'usage parce qu'il y aura des solutions basées sur le IoT, Internet of Things, où il y aura des capteurs qui vont mesurer l'humidité du sol
et aussi et remonter ces informations-là pour automatiser l'arrosage et donner la dose nécessaire pour que la plantation se fasse dans des meilleures conditions. Il y a aussi l'usage de la technologie, par exemple pour la détection de maladies, en se basant sur des caméras Ultra HD qui ont besoin d'un débit assez important pour remonter tout ce flux vidéo où on détecte en amont des apparitions de maladies sur des feuilles ou des trucs comme ça. Ça peut être le cas aussi dans des élevages. On l'a expérimenté. Huawei elle a implémenté de grosses infrastructures en Suède pour les fermes d'élevage de saumon. D'accord ? C'est des caméras émergées dans les fermes d'élevage et qui détectent l'apparition de maladies sur la peau ou sur le corps des poissons pour une intervention plus rapide et plus ciblée. Aussi, donc, le dosage de tout ce qui est engrais, etc. Donc, ça aussi, ça peut être optimisé par l'usage de la technologie. Et je finirai par dire que aussi tout ça a besoin d'énergie. La technologie aussi permet ou du moins ce qu'on propose, d'être autonome en termes de production d'énergie, parce que dans la plupart des scénarios, ça se passe dans des zones rurales où parfois l'énergie cause problème. Donc du coup, les moyens technologiques dont on dispose peuvent vraiment répondre à ça aussi. Alors, tout ça, c'est ce que le digital pourrait faire pour être plus efficace et plus percutant dans le secteur de l'agriculture. Mais je tiens à préciser quelque chose, que ces investissements-là doivent être supportés de point de vue coût par l'agriculteur. Ce que je veux dire, c'est que vu que la taille moyenne des fermes en Afrique, elle est trop petite par rapport à ce qui se passe dans des pays développés, je parlerai des États-Unis, en Allemagne ou en Ukraine et en Russie. Donc, les investissements faits par les agriculteurs sur ce genre de technologie n'est pas supportable dans plusieurs cas. Et du coup, il faut vraiment penser à ce que ces scénarios-là ou ces technologies-là doivent être fournis en termes de services. Ça veut dire qu'on fournit des solutions, on les vend comme service, pas comme produit. Ce ne sera pas de l'investissement sur du matériel, mais il faut acheter ce genre de service. Et c'est là où vraiment je rejoins Marwan. S'il y a des initiatives par les autorités locales pour cadrer ce genre d'activité et donner l'impulsion à l'écosystème pour qu'il se développe, ce sera vraiment très appréciable parce qu'encore une fois, le bottleneck maintenant, il n'est pas technologique, il est plutôt réglementaire. On a parlé de drone tout à l'heure, l'usage du drone qui est vraiment très réglementé et qui cause problème parfois, mais aussi si les autorités peuvent vraiment encadrer ce genre d'investissement et l'amortir sur un nombre important d'agriculteurs, ce sera vraiment très appréciable. Je sais que dans pas mal de pays, ça commence à se développer, mais ce n'est pas assez à mon sens. Très bien, merci beaucoup. Vous avez finalement souligné 3 points qu'on va revoir après. La question du business model, c'est-à-dire du business case. La question aussi du contexte réglementaire. Et puis, ça a été évoqué avant, la question aussi de l'adoption du digital par les agriculteurs eux-mêmes et même, je dirais, par l'ensemble de l'écosystème. Et donc là, je me tourne vers Monsieur Macoumba Diouf, notamment donc, en tant que ministère. Le secteur agricole, il tire parti des technologies numériques, on vient de dire, mais ça demande un engagement et une coopération entre, d'un côté, les agriculteurs, les chercheurs, le secteur public et le secteur privé. Comment est-ce que votre ministère, et comment ça se passe au Sénégal, pour faire en sorte que ces acteurs travaillent ensemble et pour que ces écosystèmes permettent de développer et d'accélérer la digitalisation de l'agriculture? Merci, madame. Nous, au Sénégal, je vais dire que le cadre institutionnel est particulièrement favorable au développement de ces solutions numériques parce que le partenariat ou la coopération indispensable que vous venez d'évoquer, on peut le dire, est déjà en place. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord qu'avec le numérique, il y a 2 choses importantes pour créer les conditions de son adoption ou de l'adoption des solutions numériques. D'abord,
il y a la disponibilité, mais aussi l'accessibilité. La disponibilité, ça, vous avez parlé dans ce partenariat ou cette coopération des pouvoirs publics. Oui, c'est au pouvoir public de favoriser la disponibilité à travers, par exemple, ce que j'appelle moi la connectivité. Parce que si cette condition préalable n'est pas réglée au niveau des pays, on voudra bien adopter ces solutions numériques, mais on ne pourra même pas y accéder. C'est pourquoi la connectivité au niveau des territoires constitue une priorité et je pense que ça devra se faire partout. En tout cas, au Sénégal, des pas très importants sont en train d'être réalisés, surtout depuis le lancement de l'initiative de l'économie numérique inclusive. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Le cadre existe et des initiatives sont là. Il y a l'accessibilité, c'est-à-dire le coût. Parce que si c'est aussi très onéreux, ces acteurs ne pourront pas l'utiliser. Et ça aussi, il y a quand même, ça j'interpelle le secteur privé, chez nous, avec les opérateurs qui existent, mais des solutions intéressantes sont proposées. Même s'il fallait noter, on va dire peut mieux faire. Parce que quand même, il faut démocratiser l'accès à ces solutions numériques. Et ça on pousse à dire qu'il y a aussi les agriculteurs qui doivent jouer un rôle important, mais à travers leurs organisations. Il faut qu'on travaille à la promotion, comme ça se fait actuellement au Sénégal et dans l'espèce CEDEAO, même au CDE, c'est la promotion de ce qu'on appelle les sociétés coopératives. Parce que si on n'a pas des organisations de producteurs assez fortes, leur capacité de négociation, leur capacité d'accès et d'adoption de ces solutions, pour le plus grand nombre, ces capacités seront faibles. Donc, c'est un aspect également important. L'aspect, vous avez dit, la société civile, les structures activités non lucratives, dans le plaidoyer aussi, devront jouer un rôle important. Les chercheurs, il ne faut pas les oublier, parce que c'est eux qui développent ces innovations pour les adapter à l'agriculture notamment, puisque c'est de l'agriculture qu'il s'agit aujourd'hui. Donc voilà pourquoi ce partenariat, pour moi, il est indispensable, mais ça devrait être impulsé par les pouvoirs publics, en créant l'environnement institutionnel, mais aussi les mesures d'incitation et d'impulsion qui pourront favoriser, pousser les producteurs à davantage s'organiser, qui vont encourager le secteur privé, comme chez nous, avec le Code des investissements qui est particulièrement attrayant pour encourager les investissements dans ce domaine, mais aussi, n'est-ce pas, faire en sorte que les solutions, les chercheurs se rapprochent, n'est-ce pas, du monde agricole, pour transformer, comme j'ai l'habitude de le dire parce que je suis chercheur à la base, pour transformer les contraintes des agriculteurs en problématique de recherche. L'heure est dépassée de faire des recherches pour satisfaire ce que j'appelle des curiosités scientifiques. Si ça existait, c'est dépassé. En tout cas, pour l'Afrique, ça doit être dépassé. Donc, voilà quelques points que j'évoquais. Pour terminer en disant aussi quelque chose d'important, le long de la chaîne de valeur. Le numérique sera important partout, mais essentiellement au niveau d'abord de l'approvisionnement en intrants. Nous vivons l'Ukraine aujourd'hui. Les choses deviennent compliquées. Souvent, il est même difficile de savoir où est-ce qu'on peut trouver telle solution pour l'engrais, pour les pesticides et autres. Donc, des solutions au niveau de la mise à disposition et de l'accès, de la disponibilité en intrants. Un autre aspect sur les pratiques culturelles. Je ne vais pas développer parce que mes deux prédécesseurs ont développé avec les solutions qu'ils ont proposées au niveau de la parcelle, c'est-à-dire au niveau des techniques de culture. Il y a aussi un aspect important, je l'avais brossé, sur la distribution, c'est la valorisation, la commercialisation des produits horticoles. Mais aussi un élément important, c'est les statistiques. Les statistiques, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, il faut avoir des statistiques fiables. Et aujourd'hui, le numérique est une solution quant à leur fiabilité, mais surtout à leur exhaustivité. Avant, on vous parlait de recensement. On faisait des échantillons. Après, on faisait des extrapolations. Maintenant, avec les solutions numériques, on peut arriver à une évaluation quasiment exhaustive, avec les signatures spectrales et toutes les solutions qui existent, avec les drones, on l'a dit tout à l'heure, arriver à une mesure précise des superficies, arriver à un épandage homogène des pesticides, arriver à certains types de semis, par exemple pour les cultures fourragères ou certaines légumineuses, ça peut se faire, arriver même à des solutions d'irrigation, en plus des solutions qui existent avec le goutte à goutte et autres, où
l'irrigation est pilotée. Je dis bien pilotée, comme le disait tout à l'heure mon prédécesseur, pour qu'on n'irrigue plus pour irriguer, ça arrive souvent, qu'on irrigue pour répondre, parce que l'irrigation a un coût, notamment l'électricité. C'est l'occasion de parler du solaire, qui fait une percée en Afrique, et y compris au Sénégal. Donc, il faut qu'on arrive à une irrigation efficiente, parce qu'à la fin, il s'agit d'un compte d'exploitation qu'il faut améliorer, qui doit être le plus possible à la faveur du producteur, pour que les jeunes d'aujourd'hui restent chez nous en Afrique et fassent de l'agriculture un métier. Parce que cette agriculture nourrira son homme, deviendra moins salissante et permettra de gagner de la compétitivité. Parlant de compétitivité, pour terminer, l'aspect qualité est important. L'aspect qualité est important autant pour moi. Donc, et la traçabilité, comme le disait Mme Marwan, je pense, tout à l'heure, est important. Le consommateur a besoin de savoir ce qu'il consomme, ce qu'il mange, ça vient d'où, ça a été produit où. Et ça, le numérique aujourd'hui permet de le faire. La traçabilité de nos productions agricoles et notamment horticoles, j'inclurai dedans le bio, mais aussi tous les produits intermédiaires entre le conventionnel et le bio. Donc voilà quelques points aussi importants que je voulais évoquer au niveau qui sont des maillons de la chaîne de valeur où le numérique sera particulièrement important, mais le cadre que les pouvoirs publics vont donner sera également déterminant. Merci beaucoup Macoumba Diouf. Je voudrais qu'on avance dans le débat avec Marwan Djebar. On vient d'évoquer la question des drones. Donc, vous avez créé votre start-up il y a 4 ans, justement, sur les drones. On vient d'entendre en fait les pouvoirs publics, alors du Sénégal, mais racontez-nous comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics pour pouvoir développer votre start-up? Première question. Et puis, deuxième question pour avancer dans le débat, puisque ça a été beaucoup mentionné, la question, bien sûr, du financement. Est-ce que, justement, vous m'en parliez pendant la préparation, les émissions de carbone et les problématiques de compensation permettraient également de monétiser des nouveaux investissements dans les nouvelles technologies dans l'agriculture sur le continent? Quel est votre point de vue sur ce sujet? Merci pour la question. C'est une question très importante. Alors, si je dois faire l'état des lieux, on va dire sur l'utilisation de la nouvelle technologie, notamment la technologie de la télédétection par les drones en Côte d'Ivoire, je dirais qu'au début, là je vous parle des années 2014, pourtant on a commencé un peu à utiliser cette technologie ici. C'était vraiment très difficile de faire accepter la technologie de drone par, on va dire, l'ensemble des acteurs de l'écosystème agricole en Côte d'Ivoire. Mais nous avons remarqué une légère, je dirais, amélioration auprès des agriculteurs et une adoption qui vient petit à petit de cette technologie de drone, voire même vous avez certaines coopératives agricoles aujourd'hui qui préfèrent plutôt carrément acquérir cette technologie, acquérir le drone et opter pour des programmes de formation carrément en interne, chose que nous faisons derrière. C'est un service que nous offrons au sein de notre start-up, une formation pour les ingénieurs agronomes dans l'utilisation des drones. Alors, il y a vraiment un engouement, il y a une volonté sérieuse pour adopter cette technologie en Côte d'Ivoire. J'imagine c'est le cas peut-être chez les voisins en Afrique de l'Ouest, mais je dirais le problème majeur qui se pose aujourd'hui, d'abord, c'est l'accessibilité en termes de prix pour cette prestation, pour cette technologie en Afrique. Si nous avions derrière un certain accompagnement pour ces acteurs agricoles, je dis bien un accompagnement financier, bien entendu. Je pense que l'adoption de cette technologie ou de cet outil numérique ou technologique sera beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, j'ai peur de dire que ce n'est pas totalement satisfaisant. Il faut vraiment un certain accompagnement financier pour pouvoir faciliter ou démocratiser plutôt cette technologie en Côte d'Ivoire. D'un autre côté, nous avons aussi été confrontés à cette problématique de la migration, de changement des pratiques, je dirais, agricoles. Parce que pour faire comprendre à un agriculteur aujourd'hui qu'avec un drone, aujourd'hui, il gagnerait en temps, il gagnerait en précision et peut-être il aura un meilleur rendement en utilisant la technologie de drone.
La seule solution que nous avons trouvée, là je vous parle vraiment de l'instant T, la seule solution que nous avons trouvée aujourd'hui, c'est vraiment de passer par des programmes de formation, voire même parfois nous sommes obligés de faire des démonstrations gratuites sur le terrain pour démontrer à ces acteurs agricoles que vraiment le résultat est fiable et c'est quelque chose vraiment de solide sur laquelle ils peuvent se baser aujourd'hui. Mais j'aimerais bien souligner un travail aujourd'hui magnifique qui se fait en Côte d'Ivoire par le ministère de l'économie numérique et de l'innovation à travers un programme qui s'appelle Startup for Growth. C'est un programme d'accompagnement justement de startups qui sont novatrices dans plusieurs domaines technologiques et notamment l'agritech et le domaine des drones. Mais justement, il y a toujours ce manque d'accompagnement d'agriculteurs qui est toujours souligné. Alors, pour les startups, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons une double responsabilité ou un double challenge. D'abord, le premier, c'est de faire comprendre à ces acteurs agricoles l'utilité de cette technologie, de un, et de deux, de les aider et de les informer, de les sensibiliser sur l'utilisation de cette technologie. En quelque sorte, c'est comme si nous-mêmes, nous sommes en train de créer le besoin et nous apportons en même temps la solution, sachant que le besoin, il est là. Mais parfois et souvent, je dirais, l'agriculteur ou l'acteur agricole il n'est pas encore conscient de ce besoin. Alors, c'est vraiment une double casquette aujourd'hui que nous sommes obligés de porter. Je dirais, je ne vais pas dire malheureusement, mais heureusement, ça représente pour nous plus de tâches, plus de travail, forcément. Mais ça nous permet en même temps aussi de comprendre de plus près l'écosystème agricole en Côte d'Ivoire et souligner vraiment les besoins. Et ça nous aide vraiment à pousser la réflexion beaucoup plus profonde pour peut-être proposer d'autres solutions technologiques, notamment, et là je pense qu'on aurait l'occasion d'en parler tout à l'heure, notamment l'intégration de la technologie de la blockchain dans le secteur agricole. Très Alors, bien. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu aux deux questions en même temps? C'est très bien, merci beaucoup. Je vais me tourner tout de suite vers Adnan Ben Alima pour peut-être compléter ce qui a été dit et revenir sur cette notion finalement on le voit bien, la notion de formation, d'éducation et d'accompagnement est quand même au cœur des besoins majeurs pour le développement, bien sûr, de la tech sur le numérique en général. Est-ce que vous pourriez nous préciser notamment quel rôle joue Huawei en tant que partenaire dans ces programmes à la fois d'aide et des startups et d'éducation? Alors, merci beaucoup pour la question, Delphine. Aujourd'hui, on discute d'agritech. C'est un scénario de transformation digitale dans le secteur de l'agriculture, mais de façon générale, la transformation digitale, elle concerne tous les secteurs. Tous les secteurs maintenant, ils sont au cœur de cette transformation-là. On parle de la santé, de l'éducation, du transport, de la fintech, etc. D'accord? Et c'est une tendance mondiale dans tous les pays, sauf que le rythme n'est pas le même d'un pays à un autre, parce qu'il y a des prérequis. Il y a l'infrastructure, il y a le modèle de gouvernance, il y a les moyens financiers, mais il y a aussi le facteur humain. Et c'est là et ça, c'est un facteur très important pour dynamiser l'écosystème, pour avoir les bonnes personnes qui peuvent contribuer à cette transformation digitale. Et c'est dans ce sens-là que nous, en tant qu'acteurs majeurs donc, sur la scène ICT, on essaie de partager notre savoir-faire à travers plusieurs programmes éducatifs. Je citerai le ICT for All, ICT Academy, Skills for the Future, et on a plein d'autres. Mais essentiellement, on essaie de faire des coopérations avec des universités pour pouvoir introduire des nouveaux modules d'enseignement basés sur des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les clouds, les big data, les switching, la 5G, etc. D'accord? Et on espère vraiment que dans chaque pays, ça dépend de la taille du pays, on peut avoir entre 5 et 10 000 jeunes formés sur ces technologies-là et on leur offre la possibilité d'être certifiés sur ces technologies-là. Ces certifications leur permettent d'entrer sur le marché du travail directement, d'accord? Et c'est une façon que nous voyons, c'est de cette façon-là que notre contribution se fait pour l'aspect formation, pour le capacity building. Ensuite, il y a des initiatives nouvelles qu'on vient de lancer. Elles sont à l'état d'initiation. C'est aussi un appui aux startups. D'accord? Donc, les startups, on essaye de partager avec eux aussi notre savoir-faire, nos plateformes. Et du coup, on a lancé un projet qui s'appelle Spark, qui vise à aider
des startups à utiliser, qui sont surtout consommatrices d'outils technologiques, parce qu'on reste toujours dans notre cadre quand même, de partager avec eux notre savoir-faire, des plateformes cloud, un accès au cloud, une certaine visibilité, une exposition dans des événements majeurs avec Huawei et une mise en relation pour des levées de fonds ou pour des marchés potentiels. C'est un programme qui a été lancé en Asie-Pacifique l'année dernière, qui a donné des résultats vraiment extraordinaires. On va le lancer dans notre région ici, donc, en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, pour nous, c'est vraiment la moitié nord de l'Afrique, ce n'est pas juste le Maghreb, d'accord? Donc, on est en train de lancer et on espère vraiment que des startups puissent avoir accès à ces ressources-là, notamment en agriculture, mais notre contribution reste toujours sur l'usage d'outils technologiques. Et donc, du coup, je serais très ravi de voir s'il y a des startups dans le monde agricole qui peuvent jouir de ce programme-là. Et justement, j'aimerais bien garder contact avec Salma si elle a des choses à nous proposer dans notre région. Ça fera plaisir d'en discuter offline. Très bien, merci. Alors justement… Aussi, je ne sais pas si on peut aussi vous qualifier, votre start-up, elle est encore start-up ou elle est déjà mature mais sinon, on peut en discuter aussi, il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Je pense que vous allez pouvoir échanger, notamment car Salma Kavache, donc avec Impact, vous avez lancé il y a ça 1 an, Launchpad Agritech, justement, un programme d'accélération dédié à la promotion de l'entrepreneuriat innovant dans l'agro-industrie. Est-ce que vous pourriez partager avec nos internautes finalement le bilan, vous pouvez en faire une année après, et quels sont notamment, puisque c'était l'objectif, comment est-ce que ça a permis de faire de la promotion de l'innovation, y compris auprès des grands groupes agro-industriels, c'est-à-dire pas seulement les startups, mais aussi les grands groupes? Alors effectivement, d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais beaucoup rebondir sur le point du financement, parce qu'il y a un usage de la technologie dont on n'a pas parlé, c'est justement celui de pouvoir faciliter finalement l'accès au financement aux agriculteurs. Donc le fait d'avoir des technologies comme la blockchain, par exemple, qui offre une traçabilité sur les productions et les livraisons, disons, sur la chaîne de valeur, permet par exemple, à des agriculteurs qui sont en amont, de pouvoir accéder à du financement avant même d'être payés par leurs clients. Ou le fait d'avoir des outils qui permettent de prévoir la récolte, finalement la productivité finale de la récolte, peut permettre aussi aux agriculteurs d'aller prétendre à du financement auprès d'acteurs bancaires. Donc ça, ce sont des cas d'usage qui sont aussi très, très intéressants et qu'on devrait voir se développer sur les prochaines années dans le secteur agritech africain. Alors, nous, au niveau d'Impact Lab, effectivement, on est très engagé sur les sujets agritech. On a effectivement lancé un programme l'année dernière qui s'appelait le Launchpad Agritech, où on a accompagné une dizaine de startups marocaines, notamment dans la collaboration avec des acteurs de plus grosses entreprises agroalimentaires locales. On est aujourd'hui aussi en cours de lancement d'un programme qui s'appelle l'Agritech for Morocco Innovation Challenge, pour lequel on a été mobilisé des innovations internationales qui offrent des solutions pertinentes pour les problématiques liées au secteur agricole marocain. Et dans ces initiatives-là, on voit effectivement une grande ouverture d'esprit, un grand intérêt des partenaires institutionnels, que ce soit des grandes entreprises ou des institutionnels publics, pour ces sujets d'innovation. Je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience des enjeux à la fois liés au besoin d'optimiser les rendements, de diminuer les coûts et de mettre en place des modèles d'agriculture plus durables et plus inclusifs. Et donc, ces gros acteurs, ces plus gros acteurs sont très intéressés par ces innovations à la fois pour répondre à leurs problématiques propres, mais aussi dans un objectif
d'optimiser leur démarche d'agrégation et donc dans un objectif de dissémination finalement de ces nouvelles technologies auprès de plus petits agriculteurs qui rentrent dans leur chaîne de valeur et qui ne pourraient pas avoir accès à ces technologies directement. Donc ça, c'est un mécanisme qui est extrêmement intéressant et essentiel. Les grands groupes aussi se rendent compte que c'est difficile d'aller chercher des innovations développées pour des marchés plus matures pour venir les appliquer dans un pays comme le Maroc, finalement parce qu'il y a beaucoup de réalités locales, que ce soit en termes technologiques ou en termes d'expérience des utilisateurs qui sont importantes à prendre en considération et qui du coup sont beaucoup mieux adressées par des acteurs innovants locaux ou régionaux plutôt que des acteurs basés en Europe ou dans d'autres marchés plus développés. Après, c'est un processus qui reste assez difficile encore, en fait, cette notion de collaboration entre les grands groupes et les startups. On a, surtout dans le domaine agricole, on est sur des durées d'expérimentation qui sont très longues et donc arriver à un partenariat requiert quand même un souffle long, que ce soit de la part de la start-up ou de la part du groupe. Donc on est sur des temps de tests qui peuvent durer une année ou plus. Donc il y a forcément aussi des questions de propriété intellectuelle qui se posent quand les différentes parties prenantes s'impliquent sur la durée pour arriver à une solution pertinente. Et évidemment, il y a des difficultés liées au cadre réglementaire, au coût des technologies dont on a parlé un peu plus tôt. Très bien, merci beaucoup Salma Cabbage et ce sera le mot de la fin car malheureusement cette émission se termine. On pourrait encore bien sûr évoquer beaucoup de sujets comme la question de la blockchain, vous avez parlé de la crypto-monnaie, on aurait pu en parler avec Marouane Djebbar mais malheureusement le temps presse. En tout cas merci beaucoup, on a quand même pu voir la question bien sûr des investissements, de la réglementation, la question aussi de l'adoption par les différents acteurs et bien sûr des startups et de travail en commun avec les grands groupes. Donc cette émission de Connect Live 54 s'achève. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à très vite. Au revoir.